Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie du bit. Alors, nous allons parler de la quantification canonique. Alors, supposons que vous ayez un certain système ou un phénomène physique. Ça va être une particule dans une situation donnée, un atome, une molécule ou quelque chose de plus complexe. Comment le décrire en utilisant la mécanique quantique? Alors, ce n'est pas toujours simple, et une analyse, comme dans le cas de l'expérience de Young, n'est pas toujours aussi immédiate. Il faut faire appel aux règles quantiques qu'on a vues, à différents outils, des outils mathématiques, mais aussi au savoir-faire et à l'expérience théorique du physicien sur de tels systèmes. Il y a toutefois un cas plus simple, enfin, la technique peut être quand même assez élaborée, mais plus systématique, où il faut moins chercher la manière de faire, c'est celui où le même système ou phénomène existe en physique classique. C'est assez fréquent. Et on peut alors le décrire avec la physique classique. C'est d'ailleurs le cas de l'expérience de Young, qui peut se faire et qui s'est faite à l'origine avec des ondes classiques, telles que la lumière vue comme ondulatoire, des vagues, du son, tout ce qui est ondes classiques. Il existe alors différentes méthodes systématiques permettant de passer à une formulation quantique. La méthode la plus simple et la plus connue est la quantification canonique. Elle n'est pas toujours suffisante. Il y a certains systèmes, d'abord parce que parfois il n'y a pas de contrepartie classique, mais aussi parce que parfois il y a des difficultés techniques qui empêchent de l'utiliser tel quel. Mais la plupart du temps, elle est suffisante. La première étape consiste à décrire le système en physique classique, à l'aide de la mécanique analytique. Alors, tout d'abord, on note toutes les variables indépendantes permettant de décrire le système. On peut les noter collectivement X. Alors, ce n'est pas toujours la position ici. Ça peut être, il peut y avoir différentes variables permettant de décrire le système. Imaginons un système avec des bielles et des engrenages. Il va falloir décrire la position des différentes bielles, etc. Il faut que les variables soient indépendantes. Si on a deux barres comme ça qui glissent comme ça, la position de l'une est automatiquement liée à celle de l'autre. Et donc, X est un ensemble de variables, appelé aussi coordonnées généralisées. On en déduit on note aussi les vitesses qu'on peut noter. X dot, c'est une notation assez conventionnelle. X dot qui sont les variations de ces variables X, des positions. Variation de X au cours du temps. On en déduit alors les différentes impulsions. Comme on avait masse fois vitesse pour une particule simple. Ici, ça peut être un peu plus compliqué pour des systèmes quelconques. Et on va les noter collectivement P. Donc à chaque valeur de X, chaque variable X correspond à une variable P. Il peut là aussi en avoir plusieurs. Les vitesses X dot, là, sont aussi appelées vitesses généralisées. Et enfin, on donne l'énergie totale du système, qui se calcule assez facilement en utilisant la physique classique. Et on le note comme une fonction qui dépend des variables X et P. C'est l'hamiltonien. H, qui dépend ici X et P, de X et P. Alors, en physique classique, sa valeur ici est un simple nombre, un nombre réel. C'est l'énergie du système. La façon de construire ces différentes grandeurs est parfois un peu technique et pas toujours simple pour des systèmes compliqués.
Donc je ne vais pas la donner ici. Il ne s'agit pas ici de faire des mathématiques élaborées. Notons que l'ensemble de toutes les valeurs de x, de toutes les variables x, constitue ce qu'on appelle l'espace de configuration. Et l'ensemble des variables x et p forment ce qu'on appelle l'espace des phases. Enfin, quand on a pour chaque variable x une variable p, une impulsion associée, on dit que ce sont des variables conjuguées, importantes en mécanique quantique. Les variables conjuguées. Des exemples de variables conjuguées sont la position ordinaire, cette fois-ci, la position d'une particule et son impulsion. Un autre exemple, c'est le temps et l'énergie, qui sont des variables conjuguées. On a aussi l'angle pour un objet tournant, on a l'angle de rotation, un certain angle, et la vitesse de rotation. En fait, plutôt une quantité appelée moment angulaire. Ce n'est pas très important pour nous ici. Et enfin, les équations dites hamiltoniennes, qui ont une forme bien précise, permettent alors de calculer l'évolution du système. C'est très utilisé aussi en physique classique à ça, parce que ça permet d'aborder la résolution de systèmes un peu complexes, avec des outils mathématiques systématiques, et éventuellement du calcul numérique derrière. Ensuite, on peut passer à la mécanique quantique. Alors, on se donne un certain vecteur d'état, psi, qui correspond à un état du système pour différentes valeurs des x et p. La détermination de l'espace de Hilbert qui correspond peut être une étape dans ce qui suit, mais c'est un peu technique. Les différentes variables physiques, les grandeurs, sont remplacées par des opérateurs. C'est-à-dire que les différentes variables position, impulsion et l'hamiltonien deviennent des opérateurs. Ce ne sont plus considérés comme des variables réelles, mais comme des opérateurs. Opérateur, comme je le rappelle, c'est un objet mathématique qui agit sur un état et le transforme en un autre état. Notons aussi qu'on parle ici d'opérateurs dits hermitiens. On trouve parfois le nom aussi plus ancien de hermite, hermitique. En effet, ces grandeurs sont des grandeurs physiques, mesurables. Et donc, les mesures donnent des nombres réels. Si je mesure la vitesse d'un objet, je vais obtenir par exemple 100 km/h. 100 est un nombre réel, et pas un nombre complexe. Par conséquent, cela nécessite des opérateurs pour les représenter un peu particuliers. On montre que si un état, alors je ne vais pas définir exactement comment on sait qu'un opérateur est hermitien ou pas, hein, c'est un peu technique. En gros, c'est pas tout à fait juste, hein, mais si on a un opérateur A, il est égal à sa conjuguée. Nous avions parlé de la conjuguée. Alors il faudrait que je définisse la conjuguée d'un opérateur, parce que nous avons parlé des conjugués des nombres complexes, et il faudrait que je définisse aussi la transposée, parce que c'est pas tout à fait cette expression en réalité. Peu importe, on a des opérateurs qui obéissent à une règle mathématique précise. Alors, on montre que si on a un état psi, alors je ne vais pas le montrer ici, mais si on a un état psi, qui correspond à un état ayant une valeur précise, petit a, pour une grandeur physique, grand A, par exemple la vitesse, et que cet état psi correspond à cette valeur précise, alors A psi est égal
égal à petit a psi fois psi. Là, c'est un simple nombre. L'opérateur agit sur psi et donne le simple nombre multiplié par psi. Petit a est appelé une valeur propre. L'état psi est appelé un état propre ou un vecteur propre de grand A, et petit a est la valeur propre qui est associée. Et si grand A est une valeur physique, grandeur physique, comme la vitesse, l'impulsion, l'énergie, l'hamiltonien, alors les grandeurs mesurables doivent être des nombres réels. Et A, ici, petit a, en toute généralité, ça peut être un nombre complexe. Mais dans le cas des grandeurs physiques, petit a doit être un nombre réel. Et la règle qui permet de définir que grand A est un opérateur hermitien garantit que petit a sera toujours un nombre réel. Alors ensuite, on définit les commutateurs. Alors ça c'est simple. Supposons qu'on ait deux variables de grandeur A et B. On définit le commutateur AB. Alors ce commutateur, ce n'est rien d'autre que A fois B moins B fois A. C'est tout. Les commutateurs, c'est quelque chose de très fréquent en mécanique quantique. Alors, évidemment, si A et B sont de simples nombres, par exemple 3 et 4, 3 fois 4, 12, moins 4 fois 3, 12, ça fait 0. Donc pour de simples nombres, on a toujours égal 0. Mais ici, ce n'est pas toujours le cas, parce que ce sont des opérateurs. Les opérateurs ont une structure plus complexe, et quand A et B sont des opérateurs, A fois B moins B fois A n'est pas toujours égal à 0. On dit que les opérateurs ne sont pas commutatifs. La multiplication n'est pas commutative. Et on impose, donc ça on impose vraiment, pour la quantification canonique, pour la règle de la façon de faire, on impose que si X et P sont des variables conjuguées, X et P, une des variables position, la variable impulsion associée, conjuguée, la variable conjuguée, le commutateur est alors égal à I H bar. Ça, ce n'est pas déduit, c'est une règle, on l'impose. Et on peut même dire que c'est la règle de la quantification canonique. C'est ça qui dit, on passe à un système quantique, en mécanique quantique, c'est comme ça que ça se passe. On peut bien sûr faire le lien avec tout ce qu'on a vu, il y a toute la machinerie derrière, et on peut même utiliser cette règle-là pour en déduire le principe d'indétermination. On montre que toute paire de variables conjuguées qui obéit à cette règle-là donne le principe d'indétermination que nous avons vu. Delta X fois delta P pour un état donné est supérieur ou égal à H bar. Alors, la détermination, c'est du pur calcul mathématique. Et enfin, l'équation d'évolution est l'équation de Schrödinger. L'état psi prime, c'est-à-dire l'évolution de psi, c'est H fois psi. Ah, une constante, H bar, il y a aussi un I. Le I, c'est le nombre dit imaginaire. C'est le nombre complexe le plus simple. Il est tel que I carré, I fois I est égal à moins 1. Ça n'arrive jamais avec des nombres réels. 2 fois 2 est égal à 4, pas à moins 1. 1 fois 1, ça fait 1. Et des nombres négatifs, moins 1 fois moins 1, c'est égal à 1.
ce n'est jamais égal à -1. Tandis que pour les nombres complexes, on définit, c'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont été inventés, on définit i tel que i au carré est égal à -1. Et donc, ici, il manque un i et un h bar, c'est pas capital pour nous ici. Voilà. Alors, nous en avons fini avec les bases de la mécanique quantique. Alors, tout cela était un peu long. Il y a même assez long. Dans une série qui n'est pas une série sur la mécanique quantique. Je suis désolé d'avoir dû passer par tout ça. Mais je vous assure que je n'ai présenté qu'une infime partie de la mécanique quantique. Même si on exclut les applications, qui sont extrêmement nombreuses, si on ne prend que la définition de la théorie, ce n'est qu'une infime et minuscule partie que je vous ai présentée. C'est très vaste, la mécanique quantique. Et j'ai bien sûr bypassé beaucoup d'aspects techniques. Mais tout ça était quand même indispensable. Nous allons parler de l'énergie du vide. Et il s'agit ici du vide quantique. Pas le simple vide qu'on aurait dans une bouteille en pompant l'air. C'est le vide quantique. Et donc, il était important de comprendre ce qui se cachait derrière ce mot quantique. Qu'est-ce que ça signifie? Maintenant, vous avez tout pour comprendre ce que ça signifie être quantique. Et tout ce que nous avons vu, toute la technique, toute la machinerie que nous avons vue, va revenir peu ou prou tout du long de l'exposé. Et donc, dans la prochaine vidéo, nous allons enfin rentrer dans le vif du sujet. Nous allons parler des champs, de la quantification des champs et du vide quantique. Je vous remercie.